D'accord, donc j'étais jusqu'à ma retraite, là je suis retraité depuis presque 10 ans, donc je ne suis plus très compétent. Mais j'étais un spécialiste mondial en nutrition et cancer, et plus particulièrement dans les histoires de viande et de cancer colorectal. Donc, qui actuellement, c'est en discussion à l'Assemblée nationale pour une loi qui serait d'interdire les nitrites. Donc, je vais vous en reparler un peu. On était en gros, il y avait un Américain qui est mort, donc il restait une Anglaise qui est morte, donc c'est des gens de mon âge, hein, enfin, ou un peu plus vieux, donc, il reste 2 ou 3 personnes qui étudiaient vraiment les relations entre le fait de manger de la viande et d'attraper le cancer du côlon. Et puis il y a beaucoup d'épidémiologistes qui sont compétents sur tout ce qu'ils étudient, puisqu'ils font juste des chiffres, et qui eux aussi sont très compétents dans les relations viande et cancer quand ils étudient ce problème-là. Mais de ce qui se passe à l'intérieur, ils y connaissent que dalle. Hein. C'est juste qu'ils voient un rapport statistique ou pas. Donc voilà, j'étais un de ces 3 gars-là. Donc c'est pour ça, en début 2015, l'OMS voulait aborder cette question, la viande est-elle cancérigène? Et ils se sont dit, ils ont repéré 2-3 personnes, dont moi, et ils se sont dit, est-ce que vous pouvez organiser un petit groupe de travail sur les mécanismes par lesquels la viande pourrait être cancérigène? Puis des épidémiologistes, ils se sont dit, un gars qui était vraiment une grosse pointure, peux-tu organiser un groupe de travail sur l'épidémiologie des rapports entre la viande et le cancer? Et ils nous ont réunis en octobre 2015, les 22 experts mondiaux à Lyon, pour essayer de résoudre l'ensemble de cette question. Et on a répondu au bout de 15 jours. Nous-mêmes, on était très étonnés. Moi, j'avais un peu de la chair de poule quand on a donné nos conclusions. On a dit, la charcuterie, c'est sûr que c'est cancérigène. C'est aussi sûr que pour le tabac ou l'amiante. Ça ne veut pas dire que c'est aussi cancérigène que le tabac ou l'amiante. C'est-à-dire que les preuves sont aussi fortes. Il y a des fortes preuves que c'est cancérigène. Donc c'est un cancérigène numéro 1 pour l'OMS. La charcuterie. Les charcuteries en général. Sans aller jusqu'au mécanisme, à l'époque, on était juste sur le fait ou pas. Et pour la viande rouge, on a dit, c'est probablement cancérigène. Donc je m'y connais, ça ne veut pas dire que je sais tout sur tout, et même sur ce sujet-là, je ne sais absolument pas tout. Hein. J'ai fait des manips, j'ai donné à manger à des rats de la saucisse, je vous en parlerai, mais c'est pas pour ça que je sais tout. Hein. J'ai essayé de comprendre un peu les choses pendant 20 ans, puis j'ai pris ma retraite, et depuis j'essaie de faire le moins de sciences possible, parce qu'il y a d'autres choses dans la vie, et qui sont passionnantes aussi, hein. Mais donc voilà, je suis moins compétent devant vous qu'en 2015, quand j'étais à l'OMS. Hein. Donc voilà un peu ma présentation. Tu voulais présenter autre chose? Non, j'ai pas plus à dire. Tu peux embrayer tout de suite avec ta présentation. Alors on embraye. Donc les cancers, c'est un truc important, vous le savez, ça tue une personne sur 3. Et c'est surtout... Ah, il nous remet ça. Non, c'est moi, mais... Voilà, c'est surtout les cancers parce qu'il y a peut-être plus de 130 cancers différents. Surtout les cancers du poumon, du côlon, du sein et de la prostate, qui en France tuent les gens. Et alors ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Donc apparemment, j'arrive pas à le faire avancer, donc ce serait bien que tu restes là. L'ordinateur, il est là. Il faut pointer l'ordinateur, pas l'écran. Ah, pardon. Mais je pointe rien du tout, moi. J'appuie bêtement. Ah! Je l'ignore. Je suis désolé, je suis pas spécialiste de l'électronique. Bon. En appuyant, ça marche. Très bien. Alors appuie. Donc pour vous donner un exemple d'incidence de ce qui se passe en France, tous les jours, aujourd'hui, ce matin, il y a 100 personnes qui ont appris qu'elles avaient un cancer du côlon. Hier, elles ne le savaient pas. Aujourd'hui, elles l'ont pour un certain temps. Là, à peu près la moitié d'entre elles, un peu plus de la moitié d'entre elles s'en sortira, vivante, et non sans mal, hein, avec la chirurgie, la chimio et tout ça. Et l'autre moitié en mourra, enfin la petite moitié, 40% en mourront. Donc voilà, 100 tous les jours. Mais ça, c'est des mauvaises nouvelles. Ensuite, je fais que des bonnes nouvelles, rassurez-vous. La prévention est possible. C'est-à-dire que pour le premier tueur de France et presque du monde, c'est-à-dire le cancer du poumon, qui est bien sûr lié au tabac, s'il n'y avait pas de tabac, 9 cancers du poumon sur 10 seraient évités, donc ils sont évitables, en théorie, hein, parce qu'en pratique, c'est une paire de manches. Pour le côlon, donc celui que j'ai étudié moi, toute ma vie, c'est 3 sur 4 qui seraient évitables. 3 sur 4, c'est une grosse fourchette, hein. Plus de la moitié et probablement jusqu'à 80%. Le sein, c'est 1 sur 2 et la prostate, 2 sur 10. C'est moins préventable, probablement. Et comment on peut faire? Vous le savez, hein, c'est des choses connues, donc on peut avancer un peu ça. Et si on était mince et actif physiquement, si on restait moins longtemps assis, il y aurait déjà beaucoup moins de cancers.
Si on mangeait plus de végétaux, alors je dis ça pour les Français qui en général mangent pas mal de produits animaux, hein, que ce soit des laitages ou des viandes, et ben, il y aurait aussi moins de cancer, donc plus de légumes verts, plus de légumes secs, hein, les lentilles, les pois chiches, plus de fruits, plus de grains complets. Tout ça est assez connu, hein, je ne vous fais pas des informations merveilleuses. Hein. Si on mangeait moins de calories vides, moins de choses grasses et sucrées, moins de boissons sucrées en particulier, non seulement moins de coca, mais aussi moins de jus de fruits, hein, et ben, il y aurait moins de cancer. Si on ne mangeait pas de charcuterie, donc j'y reviendrai puisque c'est de ça que je vais parler, et moins de viande rouge, et ben, il y aurait moins de cancer du côlon. Si on buvait moins d'alcool, j'ai dû boire 2 verres de vin à la table, parce que j'aime bien le vin, donc je ne dis pas que je suis un homme parfait, et bien il y aurait moins de cancer. En fait, de prendre des suppléments, c'est pas la peine, des suppléments de vitamines, minéraux, tout ça, c'est pas utile, sauf si bien sûr on est végétarien strict ou autre. À ce moment-là, on manque de vitamine B12, c'est bien d'en manger un peu. Pour certaines catégories de personnes, pour les mamans, c'est bien qu'elles allaitent leur bébé, elles ont moins de cancer du sein, et pour les bébés, c'est bien d'être allaités. Ils seront moins obèses, ils auront moins de cancer quand ils seront grands. Pour ceux qui ont survécu à un cancer, ça vaut le coup de suivre ces mêmes conseils, s'ils peuvent. Ils ne peuvent pas forcément être très actifs physiquement. Si, je sais pas, un cancer de la jambe, on vous a coupé la jambe, c'est dur de courir. Hein. Et puis d'autres choses. Et puis il y a d'autres pays où d'autres choses sont plus importantes. Par exemple, au Japon, c'est important de manger moins salé. Ils mangent trop de sel et ils ont beaucoup de cancer de l'estomac. Et puis dans les pays tropicaux, ils mangent trop d'aliments moisis contenant des mycotoxines, donc ça vaut le coup de mieux trier les aliments, de mieux les conserver à l'abri de l'humidité. Donc tout ça, c'est des conseils qui sont connus, ça c'est un rapport de 2018, mais moi au moment où je me suis mis à travailler, au moment où j'ai choisi un thème de recherche, le 5 là n'était pas connu du tout. Les viandes, on ne savait pas du tout ce que ça faisait, et je me suis dit sur quoi je vais bosser. Donc là, c'est chez les hommes et chez les femmes, la mortalité en France par cancer. Donc on voit déjà que l'ensemble des cancers baisse plutôt, la mortalité baisse plutôt. Hein. Je me suis arrêté à 2010 parce que Catherine Hill, qui est à la retraite comme moi, une grande épidémiologiste, a arrêté de produire des données depuis 2010. Donc je n'ai pas les chiffres jusqu'en 2020, mais les courbes se prolongent très probablement. Donc on voit que chez l'homme, le cancer du poumon a commencé à diminuer dans les années 90 parce qu'on s'est mis à moins fumer. Hélas, chez la femme, c'est l'inverse. Les jeunes femmes se sont mises à fumer. Donc on voit la courbe du poumon, la courbe noire là, qui croît et qui en 2020 est quasiment en train de croiser la courbe des cancers du sein, la mortalité par cancer du sein. C'est-à-dire le premier tueur chez les femmes, c'est le cancer du sein. Et c'est remplacé aujourd'hui par le cancer du poumon. C'est un drame. Pour moi, c'est dramatique. Moi, j'étais prof. J'avais tout un tas d'étudiantes, à l'école vétérinaire il y a 3/4 d'étudiantes, que des filles intelligentes, sympathiques et pour certaines très jolies, eh bien, elles se tuent à petit feu en fumant. Pourquoi? Mais pour faire comme les garçons, parce que l'industrie du tabac les pousse là-dedans. C'est débile, ça fait trop de peine, je pourrais en parler des heures. Hein. Et toujours est-il que, bon voilà, des cancers qui diminuent, il y en a plein. Hein, le cancer de l'estomac, c'est hallucinant, on croirait une piste de ski pour faire du saut. Du vol, du tremplin, voilà, du tremplin. Cancer de l'estomac, les courbes vertes, là, chez l'homme et chez la femme, se cassent la figure parce qu'on a changé de mode de vie, on a arrêté de manger les mêmes choses, on se met à manger du steak haché au lieu de manger que des conserves de viande. Autrefois, il n'y avait pratiquement pas de viande fraîche, il fallait tuer un poulet pour manger de la viande fraîche, sinon on mangeait beaucoup de petits salés, de choses comme ça. Et puis on s'est mis à manger des fruits et des légumes. Les oranges qui étaient un luxe absolu, il y a une dictée de Daudet où pour Noël on leur donne une orange, ils la mettent sur la cheminée, c'est tellement précieux qu'ils ne la mangent même pas. Nous les oranges c'est pas de gamme quoi, la cantine les enfants en veulent pas. Hein. Et parce qu'on en mange, hein, et tout ça nous protège contre le cancer de l'estomac. Donc voilà, un peu l'ensemble de ces cancers. Moi j'ai regardé ça dans les années 90, 95, je disais sur quoi je vais bosser, et finalement, le premier tueur chez l'homme et la femme réunis, c'est le cancer du côlon, du rectum et du grêle. Pour vous, j'appelle ça le cancer colorectal, hein, mais il y a des cancers un peu différents. Et il baisse un peu, mais pas assez. Et il continue à être le premier tueur en France pour les gens par cancer. Donc j'ai étudié ce truc-là, et en cherchant qu'est-ce qui pouvait donner ce cancer, est-ce qu'on pouvait changer ce qu'on mange pour essayer d'en avoir moins. J'étais dans un labo qui s'appelle Toxalim, de l'INRAE.
qui étudiait la toxicité des aliments, tox-alim, mais surtout celle des polluants, des additifs, des pesticides. Tout un tas de produits de xénobiotiques qui font assez peur. Hein. Donc j'ai lu toute la littérature qui était sur tous ces produits, tous ces pesticides, tous ces produits et le cancer. Et à ma grande surprise, j'ai pas vu grand-chose. Plein d'études in vitro, hein, il y a plein d'études ou sur des drosophiles et tout ça, que certains d'entre eux étaient effectivement mutagènes et tout. Mais chez l'homme, ou la femme, hein, l'épidémiologie ne voyait pas d'effet du fait de manger bio, du fait d'être exposé aux pesticides et tout. Ah, j'étais très surpris. Je m'attendais à ce que ce soit des explosions et que je puisse, dans mon labo, mettre un thème de recherche sur un pesticide donné et son effet sur le cancer du côlon. Et en fait, la seule chose qu'on voyait en épidémiologie, c'était, donc là c'est une étude de 2006, mais on voit c'est une méta-analyse qui regroupe plein d'études, et à chaque fois on voit le nom du premier auteur, l'année où il a publié, et puis ce qu'il a obtenu. On voit que dans les années avant 2000, on va dire, on voit beaucoup d'études où le risque relatif d'avoir un cancer quand on mange beaucoup de viande est supérieur à 1, c'est cette droite-là, et c'est entre 1 et 1,5, vous voyez, donc le risque d'avoir un cancer est augmenté de à peu près, selon les études, entre 5% et 30% pour l'étude de Singh 98. Donc, mais c'était jamais significatif, c'est-à-dire que la barre horizontale, là, c'est l'intervalle de confiance. Autrement dit, toutes ces études, aucune de ces études n'était significative. Jusqu'en 2004, la première étude significative, c'est English et al., où c'est légèrement significatif, l'intervalle de confiance est légèrement au-dessus de la barre du 1, le 1 vous est caché par arrêter le partage, mais il y a écrit 1 en dessous, j'en suis sûr. J'en suis certain, même si j'ai pas de preuves pour vous le démontrer. Je l'ai vu avant de partir. Et moi, je voyais toutes ces études, je me disais, il doit y avoir quelque chose. Pour que toutes les études trouvent toutes un excès de risque, même s'il n'est pas significatif, ça vaut le coup pour que je lance une équipe là-dessus. Donc j'ai lancé mon labo sur ma petite équipe de recherche, sur viande et cancer, à quoi c'est dû, d'où ça vient, est-ce que c'est vrai et tout. Donc je vais en parler largement. Et puis enfin en 2002, il y a Teresa Nora, donc c'est une fille qui travaillait à l'époque au Centre national de recherche sur le cancer à Lyon, au Cirque, avec Elio Riboli, et elle a publié, donc non, faut revenir en arrière, désolé, ça avance pas si vite. Elle a publié une première méta-analyse en regroupant toutes les études déjà faites, des études de cohorte, donc des études prospectives qui sont de bonne qualité, des études épidémiologiques, et elle a pu voir qu'en les regroupant toutes, ça faisait une étude d'à peu près 1 million de personnes, comme si on avait fait une étude énorme, quoi. Et elle voyait un effet significatif du fait de manger de la viande sur le cancer. Et puis Susanna Larsson, donc je ne sais plus où, en Suède ou en Norvège, a fait le même genre d'études en 2006, avec des grosses études qui avaient été faites dans l'intervalle à Larsson, donc elle-même, Chao et Nora. Et ces études-là n'étaient guère significatives non plus, mais au total, on arrivait finalement à un excès de risque chez ceux qui mangent le plus de viande rouge de 28%. Vous voyez, on est à un risque relatif de 1,28 par rapport aux gens qui en mangent le moins, un risque de 1,00. Donc, ça m'a renforcé dans l'idée que ça valait le coup d'étudier ça. Alors, qu'étudier, comment l'étudier Cet risque, il n'est pas énorme, hein, plus 28% ici, maintenant on en est plutôt à plus 20%, enfin je vous donnerai des chiffres plus récents. Pour moi, qui ai une chance sur 20 d'avoir un cancer du côlon, si j'ai 1,2 chance sur 20 d'avoir un cancer du côlon, je m'en fiche, c'est pareil, je peux continuer à bouffer de la viande. 1 ou 1,2, c'est presque pareil. Mais en fait, en France, il y a tous les jours, je vous l'ai dit tout à l'heure, 100 personnes qui apprennent qu'elles ont un cancer du côlon. S'il y en a 20 de plus, c'est pas tout à fait pareil. Hein. 20 cancers de plus, c'est tout de même beaucoup. Hein. Si c'est ma femme, si c'est mon papa, si c'est toi, ça fait un sale coup. Hein. Le type avec qui je faisais la montagne depuis un cousin, depuis 45 ans, 50 ans, hein, tous les ans on allait faire des grandes voies dans les Alpes. Voilà, cette année, cancer du côlon. Hein. C'est peut-être parce qu'il bouffait de la viande, hein, j'en sais rien. C'est peut-être tout à fait autre chose, c'est peut-être un coup de pas de bol, hein. C'est peut-être un gène, c'est peut-être je sais pas quoi. Mais ça fait rien. Voilà. Donc ces 20 personnes, ce 28% là, hein, il est négligeable au terme pour une personne, mais il n'est pas négligeable pour les Français, il n'est pas négligeable pour l'ensemble d'une population.
Et pour la santé publique, c'est pas négligeable non plus. Ça fait quand même beaucoup de frais, beaucoup de souffrance pour rien. Enfin voilà. Donc si on peut l'éviter, ça vaut le coup. Donc j'ai étudié ça. Et comment est-ce que j'ai étudié ça? Moi, j'étais pas médecin. Hein. J'étais ingénieur agronome et biologiste. Eh bien, j'ai lancé mon équipe sur des choses sur les mécanismes. S'il y a un effet, j'en suis pas certain, mais je pense qu'il y a un effet. Mais s'il y a un effet, à quoi il est dû? Et pour l'étudier, il me faut des modèles. Le modèle qui est le plus proche de l'homme, c'est pas des cellules ou de la chimie, c'est des animaux. On leur donne à bouffer et puis on va bien voir ce que ça fait. Donc voilà ce qu'on a fait. On a commencé par faire des hypothèses. Donc là, si tu peux avancer d'une diapo, avance encore. Donc ça, c'est ce que l'OMS a décrété. C'est pour vous montrer les risques relatifs qui sont admis aujourd'hui. La charcuterie, ça augmente d'à peu près de 20%. C'est plutôt le quintile supérieur de la population. Donc les 20% des gens qui mangent le plus de charcuterie, ils ont à peu près 20% d'excès de risque par rapport aux autres. Hein. Et le quintile qui mange le plus de viande rouge, il a à peu près 12% d'excès de risque. Hein. Donc les recommandations actuelles, tu peux avancer s'il te plaît, c'est le WCRF, c'est-à-dire une instance, en gros c'est une association, une charity, une ONG mondiale qui dit manger peu de viande rouge et pas de charcuterie. Et en France, on a traduit ça en disant manger moins de 500 grammes de viande rouge par semaine. Il ne faut pas non plus fâcher nos éleveurs de bœuf, ce que je comprends très bien. Hein. Donc c'est au maximum 5 steaks hachés par semaine, des petits steaks de 100 grammes. C'est déjà pas mal, hein, je trouve. Mais il y a à peu près 40% des Français qui sont au-delà de ça. Beaucoup plus d'hommes que de femmes. Hein, les femmes sont moins carnivores. Et puis pour la charcuterie, c'est moins de 150 grammes par semaine. Pareil, on ne va pas fâcher Fleur et Michon. Mais là aussi, je comprends très bien. Hein. J'ai bossé avec ces gens-là. C'est des gens raisonnables, ils font leur métier. Mais moins de 150 grammes par semaine, c'est à peu près 4 tranches de jambon. Moi, j'avais des copines, elles ne mettaient pas leurs enfants à la cantine parce que c'était pollué. À la cantine, il y avait plein de pesticides. Elles les ramenaient chez eux et leur donnaient toujours de la purée et une tranche de jambon. C'était des conneries. Hein. La purée, c'est un index glycémique extrêmement élevé, donc leurs gamins, ils faisaient un gros pic d'insuline et de glucose et d'insuline dans l'après-midi, et ensuite ils s'endormaient. Et le jambon, on leur faisait apparemment pas de bien. Mais à l'époque, on ne le savait pas, donc je n'ai rien dit. Pourquoi? Donc j'étudiais, est-ce que c'est vrai d'abord? Est-ce que tout ce que dit l'OMS est vrai? J'en suis pas intimement persuadé, même si j'ai contribué pour à peu près un 20e, ou un peu plus, même je dirais presque un quart, à cette décision. Hein. Je ne suis pas aujourd'hui complètement persuadé que c'est vrai. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait pour essayer de travailler là-dessus? J'ai travaillé sur des hypothèses. L'hypothèse à l'époque, quand j'ai commencé à bosser, c'est que la viande est trop grillée. Hein. On la fait cuire trop fort. Et que ce soit le barbecue qui génère des hydrocarbures polycycliques, hein, comme le benzopyrène, ou la poêle à frire, ou le grill dans la cuisine, qui génère des amines hétérocycliques, ça c'est des cancérigènes très 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 puissants. On s'est dit c'est ça. Une autre hypothèse, c'est que la viande rouge, et encore plus la charcuterie, font que dans notre estomac et dans notre intestin, se produisent des nitrosations. Le radical NO, qui est le radical nitro, on va dire, il se colle sur des trucs, et ça fait des produits cancérigènes. Il se colle sur des amines, ça fait des nitrosamines. Hein. C'est les cancérigènes du tabac, par exemple, c'est des nitrosamines. Si quand je mange du steak, j'ai des nitrosamines dans l'intestin, c'est pas bon. Hein. On peut comprendre ça. Hein. Et puis la troisième hypothèse, moi qui était la mienne, parce que les deux premières, elles m'ont pas plu. Pourquoi ça m'a pas plu? Le poulet, par exemple, c'est bourré d'amines hétérocycliques. Ça file pas le cancer. Enfin, épidémiologiquement, ça se voit pas. Ça ne doit pas être ça. Et puis les doses qu'on donne aux rongeurs pour leur filer des cancers d'amines hétérocycliques, c'est à peu près 100 000 fois plus ou 10 000 fois plus que ce qu'il y a dans du steak. C'est peu probable qu'un cancérigène mangé à dose 10 000 ou 100 000 fois plus faible donne autant de cancers, donne 100 cancers par jour en France. Hein. La nitrosation, pourquoi pas? C'est pas impossible, mais la viande rouge, il n'y a pas beaucoup de radical NO qui est produit, c'est juste qu'on a dans la salive, naturellement, on a des nitrites dans la salive un petit peu. Hein, c'est bien, ça nettoie les dents, il paraît, hein, je ne suis pas dentiste. Mais voilà, ça fait qu'on a des nitrosations qui se produisent dans l'estomac et dans l'intestin. Mais pareil, ça m'étonnait un peu. Et par contre, le fait que la viande soit rouge, que la viande rouge, que le jambon rose, ou rouge quand il est cru, ou que le steak soit nettement plus cancérigène que les viandes blanches, qui elles n'ont pas d'effet, je me suis dit c'est peut-être le rouge de la viande. Alors c'est quoi le rouge de la viande? C'est ça que j'ai lancé mon labo là-dessus. Le rouge de la viande, c'est de la
myoglobine, c'est donc une protéine, on peut faire la diapo d'après. Donc une protéine, c'est comme une énorme bobine de ruban qui sont en fait des acides aminés, hein, qui prennent des formes bizarres, hein, des hélices alpha, des choses comme ça, des feuillets, des trucs qui suivant leur structure primaire, qui s'enroulent. Et au cœur de cette myoglobine, il y a une structure plane, là, que j'ai représentée en jaune, qui s'appelle de l'hème. Hein, c'est en gros comme une espèce de squelette de fil de fer, mais sauf que c'est du carbone et de l'hydrogène et un peu d'azote. Et au milieu de cet hème, il y a un atome de fer, on peut appuyer encore 2 fois, et on va voir un peu grossi ce truc qui est au milieu, là. Donc vous voyez, l'hème, c'est ces espèces de tuyaux qui sont en fait des liaisons chimiques, hein, jaunes, et dedans, il y a un atome de fer, le truc violet, là, avec marqué Fe. Et cet atome de fer, déjà le fer, ça rouille, hein, tout le monde sait ça. Mais quand il est tenu dans de l'hème, qui est lui-même tenu dans la myoglobine, il va permettre de jouer au ping-pong avec des molécules oxydantes qui se baladent, comme de l'oxygène ou du CO. Hein, c'est pour ça que le CO nous empoisonne, c'est qu'il se fixe de façon irréversible, alors que l'oxygène se fixe de façon réversible sur la myoglobine ou sur l'hémoglobine de notre sang. L'hémoglobine du sang, c'est à peu près ce qui est le truc vert là, mais multiplié par 4. Hein, il y en a 4 collés, et puis ça fait de l'hémoglobine. Parce qu'en plus, elles coopèrent entre elles pour relâcher l'oxygène plus facilement. C'est absolument un truc absolument incroyable, génial, qui a été inventé par l'évolution, hein, mais qui nous sert à respirer. Et ça, il y en a dans la viande. Il y en a beaucoup dans la viande rouge, et il n'y en a presque pas dans le poulet, dans le poisson, dans tous ces trucs qui ne sont pas cancérigènes du tout. Donc c'est tentant de penser que c'est ça qui file le cancer. Et donc c'est ça que j'ai étudié. Alors comment je l'ai étudié? Diapo suivante. Eh bien, j'ai pris des groupes de rats. D'abord j'étais à Toronto à apprendre à faire la cancéro, parce que moi j'étais microbiologiste au départ, hein. J'avais appris à Pasteur. Et j'étais à Toronto à apprendre à faire la cancéro. Donc on prend des rats, et on leur file de la viande, comme vous voyez à gauche rouge, ou à droite plutôt plus blanche. Hein. Et puis on peut étudier, voir au bout d'un moment ce qu'ils ont comme cancer. Bon, va sur la diapo d'après, vas-y. Ok, merci. Donc on a fait des régimes, des trucs où on équilibre absolument tout, le sucre, les vitamines, les minéraux, tout ça c'est exactement pareil, sauf un truc, c'est de la viande. Et on va mettre soit donc un régime témoin qui est juste la poudre sans viande, mais avec les mêmes protéines que les autres, hein, attention, même fer que les autres, autant de fer que les autres. Soit du poulet, soit du bœuf, soit du boudin noir. Le boudin noir, c'est de l'hémoglobine coagulée, quoi, hein, donc c'est bourré de fer héminique, hein, plus que ça tu meurs, hein. C'est très bon quand on manque de fer, hein, bien mieux que les cachets des médecins. Le bœuf, c'est ce qu'on reconnaît, hein, c'est rouge. Le poulet, on sait, c'est blanc, et mon témoin, il était super blanc, hein, c'est de la poudre blanche. Hein. Voilà. J'ai donné ça à manger à des rats pendant 3 mois, et ensuite, j'ai tué les rats, j'ai ouvert les côlons, et j'ai regardé des mini micro-cancers au microscope, en double aveugle, pour pas être influencé, pour pas que la technicienne qui compte les micro-cancers, elle sache de quel groupe ça venait. Hein. Tout ça est doublement codé. La méthode scientifique, c'est puissance 24. Hein. C'est super chiant, mais bon, on le fait. Hein. C'est obligé. Et on a trouvé, en décodant au bout d'un moment les données, en cassant le code, que les rats témoins, ils avaient eu en gros un demi-micro-cancer par rat. Hein. Et puis ceux qui avaient bouffé du poulet, un peu plus, mais c'était pas significatif, hein, il y a un petit tas des deux côtés. Ceux qui avaient bouffé du bœuf, ils en avaient 2 par rat, et puis c'était significatif par rapport aux témoins, mais pas par rapport au poulet. Et puis ceux qui avaient mangé du black pudding, c'est comme ça que les Anglais appellent le boudin noir, hein, nul n'est parfait, hein, mais bon, ça ressemble un peu, hein. Et ils en ont nettement plus, et c'est différent de tout le monde. Et puis j'avais un groupe que je vous ai pas mis sur la diapo, parce que ça faisait trop. J'avais un groupe de rats qui avait l'aliment contrôle. Contrôle, c'est témoin en anglais, hein, pardonnez-moi. Et où j'avais ajouté de l'hème pur que j'ai acheté chez Sigma, c'est une boîte de pharmacie de produits chimiques. De l'hème pur, ça s'achète. Hein, voilà. J'ai été très agréablement surpris de voir qu'on pouvait en acheter. J'en ai mis la même quantité que dans le groupe bœuf, et j'ai eu exactement la même hauteur des précancers MDF là que dans le groupe bœuf, en leur mettant de l'hème pur. Alors, pour moi, c'est une preuve assez directe. Voilà. Je me disais, l'hypothèse, c'est que c'est l'hème qui file le cancer. En tout cas, chez le rat, ça marche vachement bien. Plus la viande est rouge, plus elle contient d'hème, de fer héminique, et plus ils ont de cancer, les rats. Et quand je mets pas de viande du tout, mais juste l'hème qu'il y avait dans le bœuf, j'ai le même nombre de MDF, de micro-cancers, que chez mes rats qui bouffent du bœuf. Bon, c'était intéressant. Alors, une preuve intéressante aussi, c'est de trouver un antidote, un truc qui empêche l'action
voir si ça empêche aussi l'effet. Hein. C'est un truc très classique, ça, en science. Donc j'ai essayé ça. Alors, connaissant le poison, c'était facile de trouver l'antidote. Si le poison, c'est l'hème, il y a un truc qui bloque l'hème, c'est connu, hein, c'est le calcium. C'est-à-dire que les gens qui bouffent trop de calcium ou trop de thé noir, on fait aussi avec du thé noir, mais le thé noir a tellement d'effets autres que j'ai pas testé le thé noir. Ça bloque l'hème et ça empêche d'absorber le fer. D'ailleurs, les gens, quelquefois, sont carencés en fer. Donc j'ai des groupes à qui j'ai donné aliments contrôle, aliments témoins, aliments avec du bœuf, ou aliments avec du bœuf et du calcium. Et j'ai eu effectivement une réponse en cancéro, donc on peut appuyer, ça ne va pas changer grand-chose, encore. Voilà. C'est que le bœuf, le calcium, ramène au niveau du témoin. Et pourtant, ils avaient bouffé du bœuf. Hein. Donc, pour moi, c'était assez bien démontré que l'hème était probablement responsable de l'effet pro-cancérigène de la viande rouge. Alors, par ailleurs, pour les charcuteries, bah, effectivement, le porc contient moins d'hème que le bœuf, mais en contient pas mal. Hein. La viande de porc, quand c'est pas cuit, c'est bien rose, hein, bien rouge. Et le jambon, ensuite, c'est rose aussi, la saucisse aussi. Donc là, j'ai encore fait joujou avec la chimie de la bouffe, quoi. Donc j'ai demandé c'est l'association européenne des charcutiers, hein. Ils m'ont trouvé un industriel, pour ne rien vous coucher, c'est Fleur et Michon qui l'a fait. Hein. Donc ils m'ont fabriqué des kilos et des kilos de jambon parfaitement normalisés, soit en partant de muscles sombres, hein, donc de l'épaule, hein, soit en partant de muscles plus clairs, hein, donc je ne sais plus où ils ont été le chercher, sans doute du côté du bas du ventre. Ils ont fait des gros paquets de muscles comme ça, ensuite ils ont mis des nitrites ou pas de nitrites, ils l'ont fait cuire ou pas cuire, ils l'ont oxydé ou conservé en anaérobiose, voilà, et puis on a eu plein de paquets de jambon, on en a eu 16, là j'en ai représenté 4, hein. Mais il y en a un qui s'appelait le DCNO, ça veut dire Dark Cooked Nitrited Oxided, hein. Bon, voilà, c'est ce qui correspond en gros à ce qu'on mange quand on mange du jambon. Et diapo d'après, enfin en appuyant, ouais, ça ressemblait en gros à des saucisses, on a fabriqué l'aliment et puis on donnait ça à manger au rat, hein, c'était leur bouffe. C'était bon, ils ne se sont pas fait prier, ils ont mangé comme les autres. Hein. Et on a comparé, diapo d'après. Alors, vous voyez qu'apparemment, c'est moins joli tout même que tout à l'heure, hein, mais des RZA, des CZO, des CNA, des CNO, il y en avait 16, hein, je vous en montre que 4. Hein. Mais finalement, le seul qui était significativement plus de cancer que le contrôle, que le témoin bleu, et ben, c'était celui qui avait de la viande sombre contenant des nitrites et oxydée, un peu comme une tranche de jambon qu'on laisse dans l'assiette et qu'on mange au bout d'un quart d'heure. Bon, c'est intéressant de reproduire chez l'animal ce que l'épidémio nous montre. On a fait d'autres trucs, je ne sais pas trop ce que montre la diapo d'après, montre s'il te plaît. Voilà, alors, tout en faisant ça, on ne faisait pas que compter des micro-cancers au microscope, on étudiait aussi plein de facteurs biochimiques, parce qu'on voulait aussi étudier chez des volontaires humains, chez des hommes, chez des personnes. Et chez personnes, je ne vais pas attendre qu'elles aient des cancers pour les compter. Il faudrait que je travaille avec 10 000 volontaires pendant 10 ans ou 20 ans. Donc je travaillais avec des volontaires pendant 10 jours, une dizaine ou une vingtaine de volontaires, c'est déjà assez compliqué, assez cher. Il faut passer sur les fourches codines des centres de protection des personnes. Il faut déposer des protocoles, ça met 3 ans à répondre, c'est super chiant. Hein. Les rats, c'est un peu plus commode. Mais bon, peu importe. Toujours est-il que là aussi, sur ce marqueur biochimique, là, qui était donc les NOC, les N-nitrosated compounds, donc des composés N-nitrosés, qui sont potentiellement des cancérigènes style nitrosamine. Hein. Ensuite, on ne les mesurait pas individuellement, on mesurait un paquet de composés N-nitrosés. Je vois aussi que dans mes 4 groupes de tout à l'heure, là, qui avaient bouffé mes jambons différents, là, qui sont là-haut, il n'y a que ceux qui avaient le plus de cancer, qui avaient le plus de NOC, de composés N-nitrosés, dans les fesses, là, on mesurait aussi dans le sang et dans les urines. Donc voilà un peu ce sur quoi on travaillait, et j'ai bientôt fini la diapo, je crois que ça doit être la dernière, là. Donc de tout ça, on a fait une espèce de gros schéma, hein, qui, on ne va pas le lire complètement, mais qui explique un peu comment la viande rouge sur la droite ou les charcuteries sur la gauche, qui contiennent en plus donc, du NO2 ajouté, des nitrites ajoutés, peuvent jouer sur le cancer avec 2 voies assez différentes. L'une, c'est en peroxydant les lipides, ce qui fait des espèces de produits comme le 4-HNE, le 4-hydroxynonénal, qui est un cytotoxique, donc ça on l'a bien démontré, sélectif, des cellules qui sont mutées pour le cancer. Autrement dit, il fait un peu l'effet, ce 4-HNE d'un pchit qu'on fait contre des moustiques, qui va sélectionner les moustiques résistants. Hein. Là, ça sélectionne les cellules résistantes qui sont, comme par hasard, précancéreuses. C'est un peu
Ça expliquerait comment ces lipides oxydés par la consommation de viande dans l'intestin, donc ça on l'a vraiment démontré, sont promoteurs du cancer. Et puis l'autre voie, qui est la voie des nitrites, qui se produit bien sûr avec les charcuteries, mais aussi avec la viande rouge, parce qu'il y a aussi des nitrites qui arrivent de façon endogène dans l'intestin et dans l'estomac d'ailleurs avec la salive. Hein. Et donc ces composés nitrosés, ils sont eux-mêmes cancérigènes, ils produisent des cassures de l'ADN et donc des mutations qui conduisent au cancer. C'est la dernière diapo que je vous montre. De tout ça, on en déduit un certain nombre de... Non, il faut la laisser, pardon. Voilà. On en déduit un certain nombre de choses, de mécanismes, c'est intéressant scientifiquement, mais encore plus intéressant, on voit tout un tas de produits là qui sont au niveau des deux grosses flèches rouges, qui sont des produits qui bloquent certaines voies. Alors je vous ai déjà parlé du calcium, je vous l'ai démontré là, donc c'est le verre de lait, hein. Mais la chlorophylle a le même effet, hein, qu'on trouve dans la salade ou le chou. Un certain nombre de vitamines, en particulier la vitamine E qui est dans les oléagineux, dans les noix, les amandes et tout, est extrêmement efficace contre la nitrosation et la peroxydation. Et puis des polyphénols, comme tout simplement ce qu'il y a dans le vin rouge que tu nous as servi. L'alcool, c'est vraiment cancérigène, c'est vraiment toxique. Et ça protège les plaquettes tout de même de l'agrégation, donc ça n'a pas que des effets néfastes. Et les polyphénols du vin rouge, c'est le rouge du vin rouge, et bien il marche très très bien pour bloquer la nitrosation et la peroxydation. On a fait des manips en faisant fabriquer par Fleury Michon un faux jambon violacé, parce que contenant des polyphénols de vin rouge, ça faisait rien au rat, ils n'avaient pas du tout de cancer. Hein. Ça bloquait complètement la cancéro. Donc voilà un peu les choses qu'on a travaillées. Donc c'est donc intelligent pour notre santé de manger moins de viande rouge, très peu de charcuterie, ou alors de modifier les processus. Et c'est pas évident hein, de modifier les process, même quand on sait que la vitamine E par exemple ce serait bien, ça coûte pas très cher, c'est pas toxique. Et ben pour arriver à le faire accepté par les industriels et autorisé par l'État, par les organismes de régulation au niveau européen, c'est très très compliqué. Et moi, c'est pas mon job. Hein. Moi, mon job, c'est de comprendre ce qui est vrai. Moi, je suis scientifique, je suis pas politique, etc. Mais voilà, donc on en est là. Moi, j'ai fait la lumière, comme tu nous le disais tout à l'heure, Jean-Paul. Hein. J'ai fait la lumière sur un certain nombre de choses, c'est modeste. Hein. Je suis même pas certain que tout ce que je vous montre soit vraiment vrai. Enfin, les diapos, oui, j'ai vraiment observé ça chez les rats. Mais est-ce que ça démontre vraiment ce que je voulais? Peut-être, hein, je l'espère. Et je suis pas absolument persuadé. Hein. Parce que quelquefois on se gourre, quelquefois on se trompe, quelquefois on a des biais, quelquefois voilà, on essaye de ne pas être malhonnête, mais quelquefois on le fait sans faire exprès. Hein, voilà. Donc c'est pas si évident. Hein. Je reste assez modeste sur ces conclusions, et je vais être encore plus modeste maintenant, parce que je vais essayer de jouer sans filet à répondre à des questions que vous pouvez vous poser sur alimentation et santé. Alors là je parlais de cancer. J'ai lu hier un article sur le Global Burden Disease, donc, qui est sorti en septembre 2023. A priori, si on ne mangeait plus de viande rouge et de charcuterie, les auteurs, c'était des Chinois, ensuite, voilà, estimaient que ça permettrait d'éviter la mort de 400 000 femmes et de 500 000 hommes par an dans le monde. Hein. Donc à peu près 1 million de personnes. C'est peanuts, hein, c'est pas énorme. Mais c'est pas négligeable non plus, parce que la viande rouge joue aussi sur le diabète, elle joue aussi sur les maladies cardiovasculaires. Ensuite, il y a des bons nutriments dans la viande rouge. Moi, je continue d'en manger un steak tous les 15 jours, 3 semaines, hein, parce qu'il y a du fer, du zinc, de la vitamine B12, qu'on peut trouver ailleurs. C'est tellement compliqué. Hein. C'est comme d'essayer d'avoir assez de calcium en étant purement vegan. C'est possible, mais c'est compliqué. Voilà, faut donner plus de mal. C'est plus simple d'acheter un steak de temps en temps. Et cette conclusion, moi, elle m'a fait vachement plaisir de me dire qu'il faut manger moins de viande, ou plus du tout de charcuterie. Je suis un peu triste parce que je connais des éleveurs de porc, je connais des éleveurs de bœuf. Hein. Moi, j'ai fait des études d'ingénieur agronome, donc j'ai été baladé dans des fermes et tout ça. Mais en même temps, voilà, les climatologues, les spécialistes du tiers-monde nous disent si on mangeait plus de viande, les gens dans le tiers-monde, ils auraient à bouffer, quoi. Hein, parce qu'ils boufferaient, les plantes qu'ils cultivent au lieu de les envoyer pour qu'on nourrisse nos vaches ou nos cochons. Bon. Et puis les climatologues, encore plus, hein, ils disent t'arrêtes la bagnole, mais tu sais, moi je me chauffe pas chez moi. À Toulouse, j'ai pas de chauffage du tout, depuis 40 ans. Hein. Mais quand j'ai fait mon bilan là sur le site de l'ADM, comment ça s'appelle ? L'ADEME, voilà, ils m'ont dit
c'est bien, vous êtes plutôt dans les gens vertueux, vous en êtes à 2 tonnes, 5, 3 tonnes, mais pour arriver en dessous de 2 tonnes, il faudrait que vous fassiez ceci et cela, hein, que vous mangiez moins de viande. Ah, déjà, j'en mange pas beaucoup, merde, hein, ils font chier. Hein. Mais voilà, on se rend compte que cette conclusion que la viande, il faudrait te mettre moins carnivore et plus végétarien, ça ne veut pas dire d'être entièrement végétarien, hein, mais voilà, c'est bon pour ma santé, c'est bon pour ma planète, le climat, et c'est bon pour les autres hommes, ceux qui viendront après moi ou ceux qui habitent dans des pays moins fortunés. Donc, moi je trouve ça très sympa, cette convergence, mais je ne sais qu'en penser, parce qu'on aurait pu trouver l'inverse. Ça pourrait être très bon pour la santé de faire un truc qui est pourri pour les autres. Hein. Mais voilà, c'est ça qu'on a trouvé. Hein. Alors, je ne vous dis pas que ça fait croire en l'existence de Dieu, hein, mais voilà, c'est des convergences qui sont vachement intéressantes, je trouve. Voilà. Que ce qui est bien, c'est bien finalement globalement. C'est parce que l'intro était comme ça que j'étais obligé de faire la conclusion comme ça. Donc maintenant, ce que je me propose, puisque si j'ai pas pris tout mon temps, c'est de répondre à vos questions sur alimentation et santé, pas tellement pour y répondre, parce que souvent je ne saurais pas répondre, mais pour faire avec vous l'exercice de zététique qui consiste à douter. C'est-à-dire, vous allez me dire est-ce que ou que savez-vous de. Si jamais je sais quelque chose, je vous le dirai. Ce que j'ai lu, hein, parce que ça ne sera plus en tant que chercheur, ce sera en tant que prof, en tant que lecteur, en tant que. Parce qu'on peut lire aussi ce qu'ont fait les autres chercheurs, hein, et puis essayer d'avoir un esprit critique vis-à-vis de ça. Mais ce sera pour qu'ensemble, on voit quel esprit critique on peut avoir vis-à-vis des questions sur aliments et santé. Donc j'écoute vos questions. Merci. On l'applaudit d'abord. Moi, j'ai une question pour vous parce que vous avez parlé du français moyen. Et en fait, l'information en nutrition, justement, pour le français moyen est très compliquée parce que ça passe par la moulinette médiatique qui ensuite nous sort des articles qui peuvent dire tout et leur contraire. Le lundi, le café est cancérigène et le mardi, ça lutte contre le cancer. D'après vous, comment vous expliquez que par contre, sur la viande rouge, l'information a énormément transpercé la population au point qu'on sait assez largement que c'est pas très bon pour la santé. Les gens ne le savent pas à quel point, ils savent pas que c'est 20% ou autre, mais c'est une information qui, pour le coup, c'est assez bien diffusée. D'après vous, est-ce que vous avez des pistes de réflexion là-dessus ? Oui, parce que j'ai participé donc à cette décision, à ce travail, ce workshop de l'OMS. J'ai vu ce qu'ils faisaient ensuite, l'OMS. Ils faisaient un travail de com très important pour diffuser leur travail. Et dans les 6 mois qu'on suivit, j'étais halluciné du matraquage médiatique sur la conclusion de l'OMS, qui était très simple. C'était pas un truc compliqué. Hein. C'était pas... c'est sûr, c'est cancérigène. Sans dire c'est très cancérigène ou autre. Ils avaient un message super simple. Et donc je pense que c'est pour ça que c'est passé, auprès en tout cas de tous les journalistes, et probablement de tous ceux qui l'écoutent. Maintenant, c'était en 2015, donc 8 ans après, moi j'en parle souvent quand je mange avec des gens, quand je bavarde dans la rue ou autre, hein, du boulot que je faisais et de ce que c'est. Les gens sont ils sont pas étonnés que ce soit pas très bon pour la santé, mais cancérigène, mais t'es sûr et tout. Donc le message c'est un peu affadi. C'est pas forcément mauvais, c'est-à-dire que les Français, ils aiment trop leur bouffe pour croire dur comme fer les scientifiques. Hein. J'ai vécu un an à Toronto, donc pour apprendre la cancéro. Eux, ils y croient dur comme fer. T'as un article qui sort, le lendemain, moi j'avais des copines, mais à l'Ontario Cancer Institute, elles ne mangeaient que du son d'avoine, parce qu'il y avait eu un article sur son d'avoine et cardio. C'était des filles mecs comme des clous qui couraient, tout ça. Elles n'avaient aucun risque cardio. Hein. Elles mangeaient, mais je sais pas, 60% de leur bouffe, c'était du son d'avoine à la cuillère. Ça, en plus, c'est dégueulasse. Et elles sentaient mauvais parce qu'elles mangeaient des huiles de poisson, parce que pareil, il y avait eu un article sur les huiles de poisson. Donc, elles mangeaient du Maxépa en gélule. Donc ça, comme ça s'oxyde dans la sueur et tout ça, ça sentait le poisson rance, quoi. Mais parce qu'ils y croient dur comme fer. Moi, je crois dur comme fer à ces deux trucs-là. Le son d'avoine fait baisser la cholestérolémie
Et le DHA et le PA, enfin les huiles de poisson sont très bonnes pour le cerveau, contre le cancer et tout ça. J'en suis persuadé. Mais voilà, je mange du saumon ou des sardines et du maquereau. Je ne vais pas manger des... Voilà. Donc on est plus raisonnable. Mais c'est bien passé, je pense, grâce à une action efficace, grâce à une décision efficace des scientifiques. On s'est vraiment mis d'accord. On a vraiment voté ça, quasi à l'unanimité. Sauf un mec, ensuite on a vu que c'était une taupe de l'industrie. Hallucinant, hein. Il avait bossé avec nous pendant 15 jours, hein, et il avait déclaré aucun conflit d'intérêt, voilà. Mais on avait voté à l'unanimité parce que les preuves étaient claires. Voilà. Pour le café, c'est bourré de cancérigènes, mais les gens qui boivent du café ont moins de cancer que les autres. Donc c'est compliqué. C'est bourré de cancérigènes, mais c'est bourré d'anticancérigènes aussi. Et puis ces cancérigènes sont à dose tellement faible que ça fait rien. Et comme ça fait beaucoup pisser, ben beaucoup pisser, c'est bon pour la santé. Croyez-moi si vous voulez. Et donc, résultat, cancer de la vessie, moins chez les gens qui boivent du café, et puis d'autres cancers aussi pour d'autres raisons biochimiques que je ne connais pas, hein, on ne connaît pas tout. Mais l'épidémie, elle est bonne pour le café. Alors, cool, hein. Voilà.